Est-ce que vous connaissez cette sensation très désagréable au travail, à la fac ou autre, quand vous êtes en plein milieu d'une conversation sur une série ou un film que vous ne connaissez absolument pas et que votre utilité dans la conversation est inférieure à celle du meuble sur lequel votre collègue est appuyé? La série a l'air folle et vous aussi, vous voulez être intéressant et pouvoir débattre avec eux pour briller en société. Donc, le soir, vous rentrez chez vous, vous allumez Netflix et là, 8 saisons à se taper. C'est long, vous allez mettre du temps à vous mettre dedans et quand vous aurez tout maté, vos collègues seront très certainement déjà passés à autre chose. On connaît tous ces sensations, c'est désagréable et énormément de personnes renoncent à la série juste pour ça parce qu'elle n'est pas du tout accessible et elle prend beaucoup trop de temps. La décentralisation dans les cryptos, ça se compare hyper bien à ce principe. Si on veut qu'un réseau soit décentralisé, il faut absolument qu'il soit accessible le plus simplement possible. La crypto, c'est un univers qui est basé sur la décentralisation, géré par des participants qui garantissent l'intégrité d'une blockchain à la place d'une autorité centrale. Sauf que, pour être un participant, il faut que ça remplisse plusieurs aspects. Ça doit être simple, accessible, intéressant pour l'utilisateur, pas cher, et sans qu'il y ait besoin de trop de connaissances techniques et de passer des semaines avant d'en avoir les capacités. Il faut pas qu'il y ait 8 saisons à se retaper. Le mot participant, il est un peu flou, alors on va changer ça. Un réseau décentralisé est maintenu et sécurisé grâce à ce qu'on appelle des nœuds. Un nœud, c'est tout simplement un ordinateur qui participe à l'intégrité du réseau en gardant une copie de la blockchain et en validant les transactions qui arrivent vers lui. Les transactions arrivent, rebondissent entre tous les nœuds, qui les valident, et ensuite elles sont inscrites dans la blockchain. Grossièrement, sur Bitcoin et Ethereum, il y a deux grands types de nœuds. Les nœuds légers, ou light client, et les nœuds complets, ou full node. Les nœuds complets, comme leur nom l'indique, pour être autorisés à ajouter des nouveaux blocs dans la blockchain, ils doivent télécharger et recalculer l'entièreté de toutes les transactions qui ont eu lieu sur le réseau. La blockchain au complet. C'est ce qu'on appelle la synchronisation, et ça prend non seulement beaucoup d'espace, mais aussi de la bande passante et du temps. C'est parfois affreusement long si vous avez une couverture réseau qui est moyenne. Genre si vous habitez au fin fond de l'Auvergne, bon courage pour construire un nœud. Bon courage tout court dans la vie en fait. Les full nodes, c'est ceux qui sont motivés à se retaper toute la série. Derrière, on a les nœuds légers, qui eux n'enregistrent que les en-têtes des blocs, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, et ils vont demander ensuite aux full nodes de leur donner des infos. En gros, ils vont aller regarder un grand résumé des saisons précédentes. Et si jamais il y a besoin, il y a ceux qui ont tout regardé qui sont à disposition pour les aider s'ils ont des questions. Dans une blockchain, ces deux types de nœuds sont très importants, l'un autant que l'autre. Mais forcément, ceux qui garantissent le plus la sécurité, c'est les full nodes, parce que c'est eux les copies de la blockchain. Sauf que c'est pas donné à tout le monde d'être un full node. Sur Bitcoin et Ethereum, l'espace requis pour devenir full node augmente constamment depuis leur création. C'est logique parce que comme on l'a vu, il faut tout télécharger. Mais vu que des nouveaux blocs sont ajoutés en permanence, plus on avance, plus ça prend de la place. Pour vous donner une idée, aujourd'hui pour un full node Bitcoin, il faut compter au minimum 450 Go à peu près. Pour Ethereum, on est plus sur du 550 Go. Mais clairement, on est loin de l'adoption avec ce genre de chiffres. Imaginez dans 5 ans, il va falloir quoi, 1 Tera? Les gens vont clairement avoir la flemme de regarder les 8 saisons qui bientôt deviendront 15 saisons. Ils vont juste prendre un résumé, un nœud léger, et continuer de regarder les prochains épisodes qui vont sortir tranquillement. C'est encore trop éprouvant pour un gars normal de faire tourner un full node. Et du coup, ça pose problème pour la décentralisation, parce que seules les grosses entités qui ont de la puissance peuvent se permettre de faire tourner des full nodes. Donc elles centralisent la gouvernance et le pouvoir. Donc l'objectif, c'est de trouver une solution pour que Monsieur Tout-le-Monde soit capable de faire tourner un full node sur une blockchain sans aucune galère. Et justement, bienvenue chez Mina Protocol. Mina, c'est une blockchain succincte, on va y revenir, de Layer 1. C'est une plateforme de smart contract, mais qui a une taille fixe, peu importe son nombre d'utilisateurs. L'objectif du projet, c'est de favoriser l'accessibilité et la décentralisation en exploitant au maximum le potentiel de ce qu'on appelle les Zero Knowledge Proof. On va faire un petit tour d'ensemble de ce petit projet Outsider qui est vraiment, je trouve, très intéressant. Bonne vidéo. Mina est une blockchain qui a une taille constante de 22 kilobits. C'est très exactement 2 347 722 719%, 2 fois moins qu'Ethereum. Sur Mina, tout le monde peut déployer un full node sur son téléphone. Dites-vous que si vous téléchargez une image compressée en PNG, elle fera environ 22 kilobits. Une image compressée. Hein. Et en plus, la vérification pour la synchronisation ne prend que quelques millisecondes sur Mina. C'est comme si vous pouviez regarder les saisons en quelques secondes et avoir les mêmes infos que tous les autres. Ça permet d'avoir plus de full nodes, donc une blockchain plus sécurisée et beaucoup plus décentralisée. Mais du coup, comment c'est possible qu'une blockchain soit si sécurisée alors qu'elle est des milliards de fois plus légère qu'Ethereum par exemple? Eh ben, c'est en grande partie grâce à l'utilisation de la technologie des Zero Knowledge Proof
et de ce qu'on appelle les ZK Snark. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière sur les ZK Rollup, elle pourrait les gars vous aider à poser une base sur cette notion de Zero Knowledge Proof. Mina utilise un système de ZK Snark récursif. On est d'accord, c'est assez barbare. ZK Snark, c'est l'abréviation de ça. J'ai clairement la flemme de le dire, j'avoue. C'est un système de preuve cryptographique qui permet de prouver qu'une info est vraie sans avoir à la divulguer. On rentrera pas plus loin sur ça aujourd'hui pour gagner du temps, j'ai expliqué ça dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo sur les layers 2, et on est encore plus rentré dans les détails en live, vous pouvez trouver la rediff sur ma chaîne secondaire. Pour l'imager dans une utilité concrète, un snark, c'est quelque chose qui peut servir à prouver qu'un bloc a bien été exécuté sans avoir besoin de devoir checker toutes les transactions. Ça fournit une preuve de l'exécution qui dit on vous certifie que c'est bien exécuté, et non pas un grand compte rendu de toutes les transactions. On vérifie la preuve et terminé. C'est comme si j'avais fait un énorme puzzle de genre 10 000 pièces. Je vais galérer de fou pour le faire, par contre vous allez pouvoir vérifier hyper rapidement que je me suis pas trompé. Ça se voit, c'est hyper visuel. Vous n'avez pas besoin de regarder les pièces une par une, si elle est bien mise, etc. Et ben en gros c'est pareil. Et dans la blockchain, on peut donc remplacer un bloc par sa preuve snark qui fait seulement 1 kilobit et qui est donc beaucoup plus légère. Ok, ça c'est cool, mais si vous avez suivi, on a dit que Mina avait une taille totalement fixe de 22 kilobits. Sauf que chaque preuve pèse 1 kilobit. Donc comment on fait si on a plus de 22 blocs ? Et donc on a plus de 22 preuves. Et ben, c'est là que la notion de récursivité entre en jeu. La récursivité, c'est une méthode qui permet de compresser plusieurs preuves en une seule, en utilisant la preuve précédente pour en créer une nouvelle. Créer un bloc, c'est un calcul qui peut être prouvé par un snark facilement. Mais le fait de créer une preuve snark, c'est aussi un calcul informatique. Du coup, on peut créer des snarks de preuves snark. Ça veut dire que du coup, je peux prouver la véracité de plusieurs blocs dans une seule et même preuve et faire des boucles, dans des boucles, dans des boucles, etc. Ok, on souffle et on retourne tranquillement. Chaque fois qu'un nouveau bloc est ajouté, on a une nouvelle preuve ZK Snark qui est générée en utilisant la preuve précédente. Et vous avez capté le principe. On fait des preuves, de preuves, de preuves, de preuves. Ça veut dire que la taille de la blockchain, vu qu'on fait que d'utiliser des preuves dans des preuves, reste totalement constante. Peu importe le nombre de blocs qui y sont ajoutés. Et c'est ça qui rend le réseau Mina hyper décentralisé et avec un niveau de sécurité et de privacy qui est optimal. Vous comprenez maintenant la notion de ZK Snark et comment ça permet de compresser les données sur le réseau pour rendre la blockchain Mina extrêmement légère. Maintenant, on va parler des applications sur Mina, les ZK Apps. La plupart des applications blockchain aujourd'hui sont bloquées, entre guillemets, dans le monde on-chain. Elles ne partagent rien avec le web plus global. Les informations du monde réel sont soit récupérées via des oracles, sinon elles sont inatteignables pour les DApps. Sauf que ça, c'est pas vrai pour les ZK Apps. Les ZK Apps de Mina, elles vont interagir de manière privée avec n'importe quel site web pour récupérer les données qu'elles veulent. Ensuite, Mina va communiquer avec le protocole HTTPS et générer une preuve que la donnée était bien sur le site à ce moment précis. C'est ce qu'on appelle des oracles web permissionless, sans besoin de permission de la part d'Internet. Un autre point qui est très important est que Mina, peu importe la ZK Apps utilisée, ne dévoilera jamais nos données privées. La privacy est conservée durant tout le processus grâce au snark. Bah ouais, parce que on a dit qu'une ZK Snark, ça permettait de prouver qu'une information était vraie sans avoir à la divulguer. Du coup, ça conserve l'anonymat et ZK Apps n'a pas besoin de donner les informations pour prouver qu'elles sont vraies. On a un login internet universel et privé. Et vous savez que nos données personnelles sur internet sont actuellement l'une des denrées les plus prisées. Dans la gamme de services de Mina, on a aussi ce qu'on appelle le Private Internet Login. En gros, n'importe qui peut utiliser un site internet ou un service de manière complètement privée. Il n'y a plus besoin de créer de compte et de donner nos informations personnelles. On peut se connecter directement avec Mina. Aucun service centralisé ne peut bloquer ces connexions et les devs peuvent même intégrer cette option dans leur application. D'après le site, il suffit juste de se créer un compte de connexion basé sur la ZK App de Mina en utilisant un mail ou toute autre donnée. Et après, dès que je dois me connecter sur un site, la ZK App va prouver au site que je possède bien l'adresse mail. Par contre, il ne lui révélera jamais. MetaMask, ça fonctionne à l'intérieur de l'écosystème crypto. L'Apple ID, ça fonctionne que sur les applis Apple. Mina, ça fonctionne à travers tout Internet. C'est une sorte de one-time login comme le Apple ID, mais en version trustless, privée et résistant à la censure. Mina a complètement supprimé les barrières à l'entrée pour les utilisateurs. Tout le monde peut devenir un full node, même avec son téléphone. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la décentralisation, puisque le coût de vérification de la blockchain est hyper faible, ça va augmenter le nombre de full nodes, et donc forcément augmenter la décentralisation. On passe au moment que vous attendez tous, le token Mina et la tokenomique. La tokenomique de Mina est centrée autour du cas d'usage principal du token. Les validateurs sur Mina sont séparés en deux groupes. Les producteurs de blocs et ce qu'ils appellent les snarkers. Les snarkers,
snarkers, c'est ceux qui vont créer les preuves et qui vont les mettre en vente sur la Snarketplace. C'est pas une vanne de moi, ça s'appelle vraiment comme ça. Et juste après, les producteurs de blocs achètent les preuves snark avec leur Mina pour les placer dans leur bloc avec les transactions associées. C'est à ça que sert le token Mina. Le token, il est actuellement autour des 1$, on a 1 milliard de tokens qui ont été préminés pour l'instant et la supply est illimitée. Mina a décidé de partir sur des tokenomics qui sont inflationnistes. Ça peut s'expliquer par pas mal de raisons, je pense que c'est parce que c'est un token qui s'est lancé assez tard et ils ont essayé d'incentiver au maximum l'activité sur leur réseau pendant qu'il y avait vraiment du volume avec le bullrun. Le taux d'inflation de base, il est fixé à 12% et il dépend pas du taux de participation au stacking. En gros, les récompenses de blocs vont être modifiées dynamiquement pour avoir le bon taux d'inflation. Et après 5 ans, le taux sera fixé à 7% avec la possibilité de le réduire par un vote de la communauté. On a 29% des tokens préminés qui sont encore bloqués, mais si on regarde le vesting, on voit que la grosse phase de libération est derrière nous et qu'elle sera beaucoup plus saine dans les prochaines années. On voit sur le planning que la libération des 1 milliard de tokens va prendre 8 ans. Et allez, vu que je suis sympa, je suis allé fouiller un petit peu en profondeur pour voir la distribution des tokens. Dans un article officiel, Mina a bien précisé que aucun des backers, c'est-à-dire des gens qui avaient investi dans les ventes privées, n'avait plus de 3,3% de la supply et seulement 7 d'entre eux avaient plus de 1%. Le reste est clean, il n'y a pas grand chose à dire. La levée de fonds a été correcte, les différences de prix sont bonnes et la libération des tokens depuis le départ a été aussi bien réfléchie, à part ce 3e mois qui était un petit peu atroce. Tous les autres mois, il y avait que 1% de la supply totale qui est entrée sur le marché, ce qui n'est pas du tout dramatique. Une tokenomie qui, je trouve, est propre, cohérente et qui est propice à une prise de valeur du token. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous plaît que je m'attarde un petit peu sur la tokenomique. Je sais que ça peut être un petit peu barbant vu que c'est beaucoup de chiffres, de pourcentage et tout, mais je pense que ça reste quand même très important. J'aime beaucoup la proposition de valeur de Mina. Ils ont construit l'entièreté de leur projet en plaçant la communauté et les utilisateurs tout en haut. Donc, dans les faits, c'est très bon. Mais on peut quand même prendre 30 secondes pour regarder les points négatifs ou qui sont à améliorer. En étant honnête, pour l'instant, il y a quand même quelques points noirs. Les cas d'usage du token Mina qui sont trouvables mais qui sont pas réellement utilisés ou nécessaires pour l'instant. Le nombre de transactions par seconde qui est plutôt lent, et c'est souvent ce qu'on reproche à Mina d'ailleurs. Une transaction en moyenne c'est 15 confirmations, donc environ 1 heure, un petit peu comme Bitcoin. Et c'est assez inenvisageable actuellement d'imaginer une grosse adoption avec une scalabilité aussi faible. Donc à voir ce qu'ils pourront faire dans le futur pour améliorer ça. La création des preuves snark est très coûteuse et ça ralentit le réseau, et on a une sécurité un peu bancale si le nombre d'archives node est faible. Mais c'est des problématiques qui sont saines, j'ai envie de dire. Ils ont choisi d'aller dans une direction, c'est normal qu'il y ait des problématiques, maintenant à voir comment ils vont essayer de les résoudre. La compétition dans ce secteur, elle est rude. Maintenant, l'approche de Mina est quand même vraiment différente. Le projet résout quand même un, voire le plus ancien problème d'Ethereum. Le grossissement inévitable de son état et forcément les difficultés pour accéder aux réseaux qui vont avec. C'est une manière de débrider la décentralisation du réseau en garantissant un niveau de sécurité et de privacy qui est très élevé grâce au Zero Knowledge Proof. Le projet Mina, il veut vraiment répondre aux besoins de privacy du marché. Et pour l'instant, la privacy, c'est-à-dire l'anonymat, la confidentialité, reste un petit peu dans son coin, on n'en parle pas beaucoup, mais je suis convaincu que ce narratif va prendre une toute autre ampleur dans les prochaines années. Les régulations vont pleuvoir en 2023, 2024, 2025, et des projets comme Mina ont clairement des atouts à défendre. Donc je vous conseille les gars d'aller jeter un petit coup d'œil, que ça soit pour trouver une potentielle opportunité d'investissement, ça c'est vous qui voyez, mais aussi par curiosité technologique parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant de comprendre le fonctionnement de ce type de projet. J'espère que la vidéo était pas trop technique, c'est un petit peu plus poussé que ce qu'on fait d'habitude, c'est logique, on parle de ZK Snark, de ZK Rollup, de Zero Knowledge Proof, etc. J'ai essayé de rendre ça le plus buvable possible, mais forcément il y a toujours des notions qui restent assez difficiles à appréhender. C'était Yeril, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si c'est pas déjà fait, pensez à aimer et à vous abonner, ça me soutient énormément, on est presque 30 000 sur la chaîne, c'est trop cool. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Ciao.